Cette semaine, j'ai fait beaucoup de lectures en regard de ce qui entre en jeu quand on fait de l'écriture, quand on écrit. Et une des choses qui est ressortie dans beaucoup de textes, c'est que au-delà d'avoir des idées, de connaître le langage, la grammaire, d'avoir des habiletés graphomotrices, connaître l'orthographe, ce sont les fonctions exécutives qui viennent moduler une grosse partie du processus d'écriture parce qu'il faut avoir une intention, il faut planifier, il faut s'activer, il faut réviser, s'autocorriger, changer d'idée, etc. Et là, ça m'a fait penser, que c'était intéressant, que j'avais le goût d'en savoir plus. Je me suis mis à lire un peu plus directement sur les fonctions exécutives. Et là, je me suis dit, il y a des liens à faire avec la motricité. Et là, bouger pour grandir, on pourrait en parler aussi. Je trouve que c'est intéressant de ramener aux bases, aux liens finalement entre la motricité et les fonctions exécutives. Donc, c'est l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui. J'en ai jasé avec ma super collègue Véronique et on s'est dit, OK, let's go. On enregistre. Donc, je vous laisse avec la petite musique d'intro du podcast et on commence ça tout de suite après. Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Salut Véro! Salut Josiane! C'est le fun de toujours t'avoir avec moi quand j'ai besoin de jaser, réfléchir sur tes sujets d'ergo. Oui, c'est toujours stimulant de partager nos connaissances. Exactement. Alors, fonction exécutive. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler un consiste en quoi, dans le fond, pour se mettre en contexte, finalement. Mm-hmm. Une façon simple de voir les fonctions exécutives, c'est comme le chef d'orchestre du cerveau. C'est les fonctions cognitives, parce qu'ils sont intentionnels, qui dirigent toutes les capacités que notre cerveau a acquis au plan moteur, cognitif, etc. Mais tu sais, en anglais, là, c'est... parce que moi, mon mari est anglophone. C'est celui qui dirige la compagnie, là, c'est le CEO, là, le Chief Executive Officer. Je sais pas si c'est le même terme en français. Ouf, je sais pas. Mais c'est ça, executive, parce que c'est lui qui s'assure de savoir ce qu'il faut faire, puis que tout ce qui a besoin d'être fait est fait, puis que tous les processus sont en place pour que ça se fasse. Oui, en fait, c'est comme un ensemble de capacités qui fait que on est capable d'atteindre ce but-là. Oui. Tu sais, au plan moteur, si jamais mes fonctions exécutives ne sont pas efficaces, je ne pourrais pas réaliser mon but comme je veux le faire. OK. Fait que déjà, tu nous lances dans les liens étroits entre les deux. Fait que ça me permet de réguler les choses qui peuvent interférer finalement par rapport à mon objectif que je veux atteindre. Ça me permet aussi de m'adapter aux changements. Quand les choses se passent pas comme prévu, qu'il faut réagir. Quand on n'a pas de plan moteur, mais aussi de plan, tout ça. Tu sais, s'il y a une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant, faut se revirer sur un 30 sous. Mais ça serait peut-être utile, Josiane, si on définissait un peu quelles sont les fonctions exécutives pour qu'on puisse voir justement les différentes. Ouais, OK. Fait que c'est les fonctions exécutives au pluriel. Il y en a plusieurs. Puis en fait, on a tendance à les garder groupées ensemble parce que elles interviennent tout en même temps finalement pour soutenir l'atteinte d'un but. Il y en a qui sont considérées comme plus principales, par exemple la flexibilité cognitive, la mémoire de travail, puis l'inhibition motrice, mais il y en a d'autres et sont également très importantes, même si on n'en parle pas autant. Fait que parlons des trois principales là-bas, puis on va venir joindre les autres après. Alors, il y aurait l'inhibition. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus?
Ben, Là, je me suis empêchée de parler trop vite pour pas dire des choses que je voulais pas dire. Non, en fait... Non, mais je mets au défi tes fonctions exécutives. Ouais. Tu t'adaptes. Tu savais pas que j'allais te lancer le départ. Tout à fait. L'inhibition, ben, c'est justement la capacité de retenir ses gestes ou ses paroles. Ou ses pensées. Ou ses pensées, oui, pour continuer à faire la bonne chose au bon moment. Avec ce qui se passe devant nous, là, on a besoin d'interagir avec notre environnement. Bien, si je suis pas capable d'arrêter pour continuer à faire ce que je suis supposée faire, ou dire, ou penser, ben je vais pas être efficace ou synchronisée. Je vais pas atteindre mon but aussi vite ou je vais pas être capable de suivre ce qui se passe. OK. Fait que bloquer, résister à la tentation, ça va ensemble aussi, de ce qui pourrait être intéressant, pertinent, mais qui n'est pas essentiel. La flexibilité cognitive, maintenant, c'est quoi? Bien, la capacité de changer son idée en cours de route, en fait. Oui, parce que la flexibilité cognitive, ça me permet de voir les choses d'une façon différente ou d'une autre perspective. Oui. Si on parle de pensée, oui. Oui. Et quand on converse ou fait une activité motrice avec une autre personne, par exemple, on se lance un ballon, il faut toujours être prête à réagir au changement. On ne sait pas, on pense que le ballon va arriver ici, mais il arrive par là, finalement. Il peut arriver plus vite, plus lentement aussi. Exactement. Ou quand j'essaie une stratégie motrice, par exemple, je veux marcher sur une poutre et que je me rends compte que je perds rapidement l'équilibre de la façon dont je me suis installée. Fait que je vais essayer une autre stratégie motrice. Donc, je suis flexible dans ma façon d'approcher les choses, encore là, en gardant mon but en tête. Ah, ben oui. Est-ce que je continue avec la prochaine? Puis, vas-y, je t'écoute. Mémoire de travail serait la troisième principale. Donc, la mémoire qu'on a besoin pour travailler. Donc, la mémoire de travail, Josiane, c'est garder en tête les informations pendant la durée de la tâche. Puis, s'il arrive des nouvelles choses, des nouvelles informations pendant que je fais la tâche, il ne faut pas que j'oublie ce que je suis en train de faire. Oui. Bien, en fait, quand on disait qu'ils travaillent ensemble, il faut que j'essaie de les inhiber, mais peut-être qu'elles sont importantes, fait qu'il faut que je les absorbe aussi, mais j'oublie pas celles qui sont en train de me guider dans ce qu'on est en train de faire. Faut, comme là, on fait une conversation, il faut se souvenir de ce qu'on vient de dire, il faut se souvenir de parce qu'on a préparé un peu, il faut se souvenir de ce qu'on veut dire. Il faut constamment s'ajuster une à l'autre. Oui, puis la mémoire de travail, mais c'est comme... C'est pendant qu'on travaille. Parce qu'après, il y a plein d'autres sortes de mémoire. Ouais. Tandis que celle qui... En fait, c'est comme un ordinateur. Ben, c'est souvent les parallèles se font. La RAM d'un ordinateur, c'est la mémoire de travail. Ah, oui. Puis à un moment donné, elle est full. Oui. Puis ça, c'est... Trop de choses en même temps. Puis ça, c'est la majeure. C'est qu'elle est limitée, notre mémoire de travail. Puis à un moment donné, si on en a trop, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont s'effacer pour faire place aux nouvelles informations immédiates qui sont importantes. Donc, la surcharge, la mémoire de travail est très... sujette. Je veux dire, sujette... elle est très affectée par la surcharge sensorielle ou cognitive. Oui. Le RAM de départ est limité. Mais c'est ça, si on veut garder quelque chose en tête à long terme, il faut transférer ça dans la mémoire à long terme avec des stratégies, tout ça. Là. Avoir une intention de retenir les choses pour qu'elles restent plus long terme. Mais sinon, à court terme, ça nous arrive toutes. On demande le nom à quelqu'un, puis 2 minutes après, on l'a déjà oublié parce qu'on a... On était en train de penser à autre chose ou on était concentré sur autre chose, oui. OK. Mais là, sans s'éloigner du sujet, je vais inhiber ce désir d'aller dans cette les a tous direction-là. On a nommé les 3 principaux. Maintenant, on pourrait rajouter à ça l'activation. Donc, la capacité de se mettre en action, malgré que je suis très intéressée par mon but, mais s'asseoir puis débuter. Fait que l'activation, c'est une des fonctions exécutives. Il y a aussi la régulation émotionnelle. Ben, capable de gérer ses émotions pour continuer à atteindre son but, en fait. Oui, c'est ça. En sortant un peu là, de la partie affective de je gère ma colère, mon anxiété et tout ça. Oui, non, c'est dans le moment présent quand tu es en train de faire ton... Mais j'ai un meilleur exemple, je pense. OK, vas-y. Puis,
tu vas pouvoir ajouter brièvement, s'il vous plaît. Le karaté, quand tu dois faire une performance avec un kata, par exemple, en compétition, parce que Véronique est ceinture noire, deuxième dan. Mais justement, l'anxiété, le stress de performance, il faut réussir à réguler ça dans le moment présent pour être capable d'accéder à ce qui se passe dans le moment présent. Puis à faire ton meilleur. Ouais. Je dirais qu'il y a une bonne partie qui est dans l'automatisation, mais si je veux rendre la performance puis rendre mon kata beau puis investi, effectivement, la gestion des émotions... C'est important. Ouais. Fait que ça rentre dans les fonctions exécutives dans ce contexte-là. Mm-hmm. Puis, tout ce qui est planification, organisation. Ouais. Donc, planifier une tâche, organiser des choses. C'est eux qui structurent le temps et l'espace. Puis c'est eux qui dictent un peu la séquence, l'ordre dans lequel les choses devraient se passer. Et puis, beaucoup de choses peuvent influencer ça. Mais en fait, autre sujet, puis je remarque qu'on n'en a pas vraiment parlé là, d'une manière spécifique encore sur le podcast, tout ce qui est praxis. Mm-hmm. Ça arrive souvent, pas qu'on s'astine, là, mais qu'on se dit la planification motrice, là, ça fait-tu partie des fonctions exécutives ou ça fait partie ce sont des processus strictement moteurs? Mm-hmm. Puis en fait, c'est ça, il y a comme un pont entre les deux parce que si je veux disons que j'ai une séquence de 3 mouvements à effectuer, bien, la partie apprendre les 3 mouvements, m'en souvenir, elle est dans les fonctions exécutives. Ben oui. Mais la partie planifier le mouvement comme tel, comme quel muscle va être activé, quelle force, quelle amplitude et tout ça, c'est plus des processus moteurs. Mais en cours de route, je vais recevoir de la rétroaction sensorielle quand je commence mes mouvements et tout ça. Fait que là, on retourne dans les fonctions exécutives pour se dire, OK, c'est quoi le mouvement exactement que je veux faire? Maintenant, il faut que je m'ajuste un peu parce que je viens de perdre un peu l'équilibre, etc. Bon, mais là, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour des fonctions exécutives. Puis, souvent, là, disons qu'on fait une recherche de type Pinterest, on va voir qu'ils sont souvent présentés sur une main. Donc, on voit une main, là, une paume avec les doigts de la main, puis la mémoire de travail va être la paume. Okay. Puis, sur les doigts, on va avoir inhibition, flexibilité cognitive et les autres. Et ça aide à garder en tête, finalement, qu'ils sont tous connectés, puis ils travaillent ensemble, puis la mémoire de travail est très importante parce qu'à la base, toutes les fonctions exécutives nous aident à progresser vers un but clair, mais il faut s'en souvenir du but puis de l'objectif. Là. La mémoire de travail est très, très importante. OK. Une des questions qu'on avait reçues, c'était quelle est la plus importante? Laquelle devrait attirer le plus notre attention, par exemple, en intervention et tout ça? Puis la réponse, c'est que c'est pas facile d'en nommer une plus importante que les autres parce qu'ils travaillent en synergie, sont interconnectés, mais quand même, au niveau de la littérature, on revient beaucoup à l'inhibition comme étant la pierre angulaire un peu d'autres parce que sans l'inhibition, c'est difficile juste d'être attentif puis c'est qu'on on est plus concentré. Donc, on n'arrive pas du tout avancer vers la tâche. Fait qu'on n'est plus dans le raffinement de la flexibilité cognitive ou dans la planification, en tout cas. Fait que celle-là est quand même importante. Puis aussi, je pense parce que c'est une des fonctions exécutives qui se développe davantage plus jeune parce que c'est très moteur et à la base et qu'elle mérite notre attention, notre intérêt. Oui, tout à fait. Peux-tu nous en dire plus sur le parcours développemental? À quel âge là, ça se développe, les fonctions exécutives? Bon, les fonctions exécutives, ils se construisent au fil du temps. Oui. Entre 0 et 3 ans, ça va être surtout le contrôle de l'inhibition qui va se développer. Ensuite, vers 3-4 ans, là, la mémoire de travail, la flexibilité cognitive va commencer à entrer en ligne de compte. Elle va commencer à se développer. Ouais. Et puis, les autres fonctions un petit peu plus développées ou avancées, comme la régulation ou on avait la planification, l'organisation, ça va rentrer à partir de l'âge scolaire à peu près pour pouvoir continuer à maturer jusqu'à 25 ans. OK. Mais malheureusement, on les garde pas toute notre vie. En fait, mais c'est sûr que
plus on est en santé, plus notre génétique est aidante. On peut les garder très longtemps si on les stimule. Mais nos fonctions exécutives, vers 60 ans, ils vont commencer à décliner d'une façon générale. OK, donc il me reste 7 ans. Donc, il faut continuer à bouger pour les garder le plus longtemps possible. Ouais. Juste genre? Bouger pour vieillir? Pour bien vieillir. OK. Tout ça pour dire qu'avant l'âge scolaire, il y a beaucoup d'espace pour avoir des idées d'activités, pour créer des contextes stimulants pour les fonctions exécutives. L'inhibition, ça n'est une qu'on a hâte comme parents, comme éducateurs, comme enseignants, que ça s'installe. Oui. Parce que ça nuit aux apprentissages, au fonctionnement. Parler des âges, c'est intéressant, mais c'est sûr qu'on le constate facilement quand l'enfant a encore du développement de fonctions exécutives à faire, parce que quand il manque d'inhibition, de mémoire de travail, de flexibilité, c'est sûr qu'on le constate. Mais c'est pour nous rappeler que avant l'âge scolaire, il y a beaucoup de place pour mettre en place des contextes stimulants, notamment pour l'inhibition motrice, mais aussi parce que ça se développe jusqu'à 25 ans. Bien, on n'a jamais fini d'avoir des opportunités, finalement, pour continuer à soutenir le développement des fonctions exécutives. Puis c'est surtout par la motricité qu'il faut commencer pour les développer, les fonctions exécutives. Ben, voilà, c'est ça la base. Mm-hmm. Puis, je nous ramène aux études qui nous disent que pour bien réussir dans la vie, oui, ça prend des bonnes fonctions exécutives pour maintenir une bonne santé physique, mentale, cognitive, et qu'il y a une relation importante, étroite entre la motricité et les fonctions exécutives. Et dans plusieurs cas, le développement moteur pourrait même prédire le développement des habiletés cognitives. Fait que ça veut dire que si on aide les enfants à améliorer leur motricité globale, comme courir, sauter, manipuler des objets, leurs fonctions exécutives tendent à s'améliorer en même temps. Par exemple, meilleurs sont les enfants qui lancent un ballon et une balle, meilleures sont leurs capacités d'inhibition, planification et d'organisation. Puis les enfants qui courent puis qui sautent bien sont des enfants aussi qui ont tendance à avoir une mémoire de travail plus développée. Donc, si on résume ça, c'est que les fonctions exécutives vont aider à réguler, contrôler les mouvements, mais inversement, les activités motrices vont aider à stimuler le développement des fonctions exécutives. Voilà. Mm-hmm. Voilà toute la relation qu'on souhaitait souligner dans le sujet d'aujourd'hui. Puis, pourquoi les ergothérapeutes s'intéressent à ça? Bien, parce que nous, on reçoit les enfants qui vivent des situations de handicap dans leur quotidien. Mm-hmm. Et pour certains, les fonctions exécutives sont plus faibles et on peut mettre en place, suggérer des contextes qui vont être stimulants. Si on est vraiment préoccupé, on va le constater. On va aussi collaborer avec le neuropsychologue pour les évaluer. Mais au-delà, l'idée, c'est de savoir que les fonctions exécutives ont des besoins et que leur fondation, c'est le mouvement, le développement moteur. Oui, tout à fait. Puis les ergots, ils soutiennent aussi l'occupation en faisant de la prévention. Alors là, on va parler d'activités concrètes qu'on peut faire à partir du préscolaire pour essayer de stimuler le développement des fonctions exécutives. Exactement. Et là, au début, ce qu'on voulait faire, c'était les classer par fonctions exécutives, lesquelles travaillent l'inhibition, la mémoire de travail, mais on a rapidement réalisé que la majorité des fonctions exécutives interviennent lorsqu'on fait des activités qui bougent, parce que oui, ce qu'on va vous proposer, ce sont des activités de mouvement soutenantes pour les fonctions exécutives. Il existe d'autres types d'activités qui sont soutenantes pour les fonctions exécutives, donc des activités plus cognitives, plus top-down. Là, on va faire du bottom-up. Là, on va travailler là, à partir du mouvement. Alors, avant de se lancer dans les activités, je pense que tu voulais ajouter quand même quelques mots parce que ça se développe dès la naissance là, par rapport au bébé. Oui, Comment tout à fait. on stimule ça? Bien, au niveau de l'inhibition, on peut commencer à stimuler cette habileté-là dès la naissance en faisant des jeux d'attente, d'alternance, d'arrêt, pour que le bébé anticipe les mouvements de l'adulte, que ça soit dans des jeux de coucou ou dans des jeux où est-ce que
on va faire l'avion avec la cuillère pour qu'elle rentre dans sa bouche ou en promenant son bébé dans une poussette, on va faire des jeux de stop and go. Mais c'est l'adulte qui va les faire, puis c'est le bébé qui va les vivre, les ressentir. Puis ça commence dès ce moment-là. Ouais, puis tout ce qui est musical, Oui. les chansons, la musique et tout ça, c'est très exécutif. Il y a du rythme là-dedans, il y a de l'attente, il y a des refrains qui reviennent, Oui. etc. Donc, les comptines de bébé, tout ça, c'est vraiment génial là, pour soutenir ce développement-là Mm-hmm. un petit peu plus jeune. Mais là, parlons... Pour le préscolaire? Pour le préscolaire, Mm-hmm. mais c'est sûr qu'on crée un contexte, une activité ludique qui va être adaptée, qui peut s'adapter là, jusqu'à l'adolescence. Ça peut être le fun aussi même avec, c'est ça, des jeunes adultes. Là. Fait qu'on vous donne l'idée d'activité, mais évidemment, c'est pas juste pour le préscolaire, c'est plus à partir du préscolaire là, que Mm-hmm. on peut travailler avec ça. 1, 2, 3, statut. Oui. 1, 2, 3, soleil? Squid Game. Non. OK. Soleil! La chaise musicale. Oui, ou le jeu Jandy, là, tout le monde le connaît. Oui. Mm-hmm. Fais-le pas. Moi, je pense au yoga. Yoga, juste se garder immobile. Faut inhiber le désir de bouger. Oui, je pense aussi au jeu de trampoline où on s'arrête sur de la musique, puis on continue quand la musique repart. Oui, mais même principe que 1, 2, 3 statuts. Là. Oui, musique, tout à musique, fait. musique, Tout stop. à fait. Puis il n'y a pas juste les jambes avec lesquelles on peut faire ces jeux-là, Ouais. les bras aussi. Oui. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Sauter à la corde. Mm-hmm. Ouais. Jouer à la tag. Faire une activité de tous les jours, mais différemment. Par exemple, plus lentement. Fait que disons oui. que je monte ou je descends les escaliers, mais je vais lentement. Fait qu'il faut que j'inhibe mon habitude motrice d'avancer plus vite. Oui, c'est très bon pour le contrôle postural en plus. Oui. Maintenant, des activités qui vont stimuler un peu plus la flexibilité cognitive. As-tu des idées? Bien, tout ce qui est l'utilisation d'un objet de différentes façons. Donc, par exemple, juste une balle, différentes façons de lancer la balle, différentes façons de sauter, différentes façons de marcher, de manger. Oui, puis il y a le théâtre aussi, les mimes, les jeux de rôle, faire jouer aux parents, parler comme un parent ou se déplacer comme un parent alors qu'on est un enfant, c'est faire les choses différemment ou marcher. Si je pense aux animaux, faire semblant d'être un ours qui grimpe vers sa montagne, ben ça force l'enfant à penser à une autre façon de marcher. Oui, tellement. Mm-hmm. Je reviens à ton karaté, tu sais, quand tu fais du combat. Mm-hmm. Puis en fait, quand ils sont petits, ils ont tendance à faire toujours les mêmes mouvements, mais si justement, là, l'adulte va se déplacer, ben ça va les forcer à changer leur mouvement. Tout à fait. Fait que oui, ça s'appelait. Puis il y a joué à la cachette aussi, qui fait travailler la flexibilité cognitive. Je suis certaine que vous avez déjà joué à la cachette avec un tout petit qui allait chercher toujours à la même place. Où est-ce que vous vous étiez caché? Puis là, vous avez changé de place, puis là, oups! Tellement, ou qui se cachait toujours à la même place. Ah oui, tout à fait. Puis qui dépasse. Je te vois pas. Non! Des activités avec un petit plus pour la mémoire de travail. Tout ce qui est apprendre une chorégraphie de main, continue avec geste ou de danse, très stimulant pour la mémoire de travail. Moi, je reviens au karaté. Alors, apprendre et retenir un kata, c'est bon pour la mémoire de travail. Oui, il ne faut pas t'oublier où tu es rendu. Il ne faut pas que tu reprennes la même place. Oui. Quand même. Mm-hmm. Des missions à accomplir. Des missions à accomplir. C'est tout le temps winner. Pour la mémoire de travail, on leur donne 2, 3, 4 actions à faire. C'est sûr que ça marche dans la vie de tous les jours. Là. Va porter ton sac, chercher ton pyjama, brosser tes dents, etc. Mais si on fait ça dans le jeu, hein, sous forme de mission, comme va chercher ton camion rouge, va le porter dans la chambre de ton frère, ensuite marche à 4 pattes jusque dans le salon, puis donne un câlin à ton chien. Hey, je connais un excellent jeu aussi qui s'appelle
Stop Clap. Je sais pas si tu connais ça. Oui, je le joue souvent avec... Puis pour la mémoire de travail, c'est bon parce que faut que tu gardes en mémoire ce que tu viens de faire. J'ai joué justement il y a 2-3 semaines. Ouais. Je connais bien le jeu parce que c'est le tien que tu m'as prêté. Et tu sais, c'est des actions simples comme tape du pied, tape dans les mains, fais un petit son d'oiseau, des choses comme ça. Ouais. Puis rapidement, on était 4 à jouer. Puis rapidement, après 4 actions, on avait de la misère. Puis ce qu'on s'est fait, c'est des histoires. Fait qu'on se disait, bon... Fait que, par exemple, je tape du pied parce que je suis pas content, mais là, je suis surpris parce que j'entends un oiseau cui, cui, cui. Et là, je fais un pet. C'est dans le jeu. Oui, je sais. Mais les enfants, ils rigolent avec ce jeu-là. J'ai planifié comment réussir mon but. Ben, pas moi toute seule, là. Mm-hmm. On a planifié comment atteindre notre but en créant la stratégie de faire une histoire. Fait que c'est ça, c'est un bon jeu. Les comptes à rebours sont bons pour la mémoire de travail. Disons, juste avant de partir à courir ou à faire une action, là, ou à partir pendant un jeu de cachette. Oui. Mettons 10, 9, 8, puis là, il faut que tu saches où est-ce que tu es rendu, là. Ouais. Oui, puis l'inhibition, je vois beaucoup d'inhibition là-dedans parce que j'ai hâte de partir. Tu peux pas partir avant... Ouais. Faut pas oublier qu'on voulait partir. Non, c'est ça! Mais ça fait drôle à dire, mais pour les tout-petits, des fois... En fait, je dirais que la pratique d'un sport aide au développement des fonctions exécutives. Les sports d'équipe sont encore plus exigeants au niveau des fonctions exécutives, mais tous les sports aident. Puis apprendre à jouer d'un instrument de musique aussi, si on parle d'une activité de motricité fine qui peut stimuler les fonctions exécutives. Oui, puis très... cabinet clinique d'ergo, des parcours moteurs, planifier le parcours moteur, donc le créer avec des objets très, très, très exécutifs. Ou avec des règles. Tâche. Oui, inventer des règles pour les façons de bouger. Puis ça rentre peut-être dans les routines motrices. Là. J'avais les jeux de main aussi. Mm-hmm. Puis résoudre des problèmes. Peut-être les mouvements marins? Oui, bien, les mouvements marins, là, c'est pour ceux qui connaissent. Dans le fond, on fait des mouvements au son d'un signal. Mm-hmm. Fait que ça peut être un bec, là, par exemple. Fait qu'on bouge juste quand on entend le signal. On écoute une histoire en même temps. Donc, il y a plein de distracteurs. Puis, il y a des mouvements qu'on fait en même temps là-dessus. Puis, au préalable, on aura appris à faire le mouvement aussi. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, ça sollicite beaucoup de fonctions exécutives, cette activité-là. Oui. Alors, on va s'arrêter ici. Et si tu nous as écoutés jusqu'au bout, c'est que, comme nous, le lien entre les fonctions exécutives et la motricité soit t'intrigue, soit t'inspire. Moi, ce que j'en retiens, c'est que à la base des fonctions exécutives, il y a des fonctions motrices, mais aussi, une fois que les fonctions exécutives sont en place, elles interviennent pour optimiser la motricité. Super! Alors, Véronique, merci comme toujours d'avoir été là. Merci à tout le monde qui nous écoute. Et on vient de dépasser le 50 000 écoutes, 50 000 épisodes qui ont été écoutés sur le podcast. Donc, c'est merveilleux de savoir qu'il y a autant de gens passionnés par le développement moteur de l'enfant. Puis, n'hésitez pas à partager l'existence du podcast avec votre entourage parce que plus que de personnes qui écoutent, plus que ça bénéficie à beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait. Bye! Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!